Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité. 5e et dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Dans quelques instants, nous serons en tout cas rejoints par le doyen des juges. Et le sujet enrôlé retenait que les réformes sur les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants des universités publiques et privées conventionnées ne sont pas du goût de tous les acteurs. Il faut dire qu'elles figurent en bonne place dans les plateformes revendicatives de plusieurs structures de défense des intérêts des étudiants. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, l'épineuse question de l'accès aux œuvres sociales sera au cœur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Augustin Palot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, juge. Merci de nous inviter sur votre plateau pour donner notre point de vue sur la situation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FESIBF, entendez par la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. L'échange avec les juges, ça sera après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci, président. Ce qui retient notre avant-propos, c'est suite au sujet que nous avons enrôlé hier. Donc, il y a des propos, certains de mes propos qui ont soulevé dans certains cercles de la réflexion. Certains m'ont appelé, on a échangé. Donc, je préfère préciser encore mes propos parce que je parle de faits. Et parlant de faits, j'ai parlé du prêtre et du pasteur qui ont été tués. Et on me reproche de n'avoir pas cité l'imam de Guibo. J'ai dit des faits, ce n'est pas dans les mêmes contextes. Ceux-là ont été tués sur les lieux de culte. C'est de ça que je parle. Donc quand j'ai dit le pasteur a été tué devant son église après le culte, le prêtre c'était en plein culte, c'est différent. L'imam de Guibo revenait de Ouagadougou, il a été enlevé et exécuté après. Moi, je parle des symboles qui sont allés avec et ce qui leur a été clairement reproché. Le pasteur, ils sont d'abord venus, ils lui ont dit, tu nous rejoins. Il a dit, je ne peux pas. Donc, maintenant, par rapport à l'imam, j'ai dit, moi, j'ai pris pour exemple les lieux de culte comme symbole et comme fait. Ce n'est pas la couleur religieuse forcément, c'est le symbole qui va effectivement avec. L'autre, pourquoi c'est quand il revenait de Ouagadougou? Parce qu'il a d'abord échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, parce qu'il prônait effectivement, la tolérance religieuse et dénonçait une certaine façon de faire qui ne plaisait naturellement pas. Mais j'ai dit, le point central reste un débat courageux à mener sur la religion. Les musulmans sont les plus grandes victimes parce que la zone du Sahel, elle est à grande majorité musulmane. Donc les toutes premières victimes d'ailleurs de cette situation, mais c'est eux. Mansilla, quand M. Kaboré est passé ici, il a expliqué pourquoi Mansilla à un moment donné était dans le viseur où vous ne pouvez plus sortir à Mansilla alors que vous avez la possibilité d'aller dans les autres marchés, mais vous ne pouvez pas rentrer à Mansilla et ressortir. Vous pouvez sortir, mais vous n'allez pas rentrer. Parce que, effectivement, ils sont venus et ils ont refusé une certaine pratique religieuse. Mais ils sont musulmans, ceux de Mansilla aussi. Mais ils ont refusé une autre pratique de l'islam qu'on leur dit de faire. C'est là la différence. Mais je n'ai pas dit que les musulmans ne sont pas victimes. Je n'ai pas dit ça. Même si je ne l'ai pas formellement exprimé, ça va de soi, ça coule de source. Parmi les déplacés internes, il y en a plein. Donc ça, ce sont mais je me suis cantonné à une stratégie de départ qui était ça. J'ai dit la première stratégie a consisté à acculer et à chasser les forces de défense et de sécurité sur la base des erreurs commises par certains éléments des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des éléments FDS qui ont commis des indélicatesses et des injustices dans certaines localités. Et au début des attaques terroristes, c'était ça. Et donc les gens disent qu'ils ne s'intéressent pas aux populations civiles. Il y a un des préfets du Sahel, mais c'est de sa résidence que les terroristes arrosaient le commissariat. Ils dormaient dedans. Ils sont arrivés, lui il est dedans. Mais ils sont venus sur sa terrasse et c'est de sa terrasse qu'on arrosait le commissariat. Parce qu'en ce moment, aucun autre fonctionnaire n'était touché.
Mais c'était une stratégie qui était bien préparée. Après cela, ils sont passés à une autre étape. C'est d'acculer ceux qui ne pratiquaient pas la même religion ou qui pratiquent pas la même façon qu'eux. Ils sont également passés à une autre étape. Bon, les fonctionnaires d'abord, les écoles, les centres de santé. Ensuite, mais les centres de santé ont connu moins de violence parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin d'eux. Par moment, ils ont même enlevé des agents de santé pour aller soigner leurs blessés et puis les ramener. On a vu le cas de la coucheuse qui a été enlevée pour aller assister une de leurs qui était en parturition et puis la ramener. Donc, mes propos, c'est qu'au Burkina, j'ai dit l'aspect, on ne l'aborde pas avec suffisamment de courage. C'est un sujet qui est tabou, qui fait partie des sujets tabous au Burkina. L'autre aspect, c'est qu'on l'aborde avec passion, à telle enseigne qu'on n'écoute même plus l'autre. Dès que c'est sa religion qui est épinglée, on s'érisse. On devient, comment on appelle ça, protecteur, conservateur, et puis voilà. Mais il y a des gens de bonne foi qui lui parlent, c'est ce que j'ai dit. Bilal, c'est l'un des rares qui a accepté de venir sur notre plateau pour en parler. Maintenant, s'il y en a qui sont d'accord pour venir, nous sommes preneurs. On en a cherché, on n'en a pas trouvé. Ça, je le dis, je le confesse. Mais s'il y en a qui sont preneurs, on peut également aborder. Nous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand j'ai fait référence à Bilal aussi, c'est ça. Par rapport à ce qui a été dit pour ceux qui ont suivi l'émission, ça y est en ligne, qui veulent repartir, suivre, écouter ce qu'il a dit, on sera édifié. Celui de Mansilla, on sera édifié. J'ai dit bien, je parle des faits et de ce qui part avec. Mais je n'ai pas dit que les musulmans ne sont pas victimes. Je n'ai jamais dit ça. L'autre chose qui est vraie, c'est qu'à un moment donné, la tendance à ce que les religions se rentrent là-dedans a été voulue, ça faisait partie de leur stratégie. Et en avant-propos, j'avais dit de faire attention parce qu'il y a aussi dans cette affaire la théorie de l'idiot utile que les mêmes là utilisent. Et à un moment donné, vous pensez que vous défendez une religion, alors que vous faites leur cause, vous pensez. Ça même, je suis revenu en avant-propos, me basant sur la production d'un universitaire de l'université Norbert Zongo, M. Ouattara. C'est pas Frédéric. Et voilà, il faut pouvoir, parce qu'il y a le professeur Ouattara, voilà. Donc, mais ça, je suis revenu sur ça à plusieurs reprises. Donc, pour les gens de bonne foi qui ont été offensés, ça, moi je demande pardon, mais les autres, ceux qui m'ont bien écouté savent que non, ce n'est pas pour offenser quelqu'un ou pour prendre position, mais je parle de faits. Et les faits sont vérifiables. Merci, juge Bougma. Je pense qu'on a suffisamment entendu et écouté vos clarifications. Nous allons également passer la parole au doyen des juges. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Président, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Moi, mon avant-propos va concerner une action qui a été menée, c'était le 9, donc avant-hier, à Tampi. C'est sous dénonciation, la police qui a débarqué et saisi de la boisson pas loin d'une école, parce qu'on connaît au moins les textes en la matière. Il y a une loi 0979 régissant ces éléments-là, donc police des débits de boissons, qui interdit la vente de boissons à 400 mètres en gros des établissements. Et quand vous voyez, souvent on est dans notre vigilance, on n'est pas si au fait que cela. Parce que ce qu'on regarde souvent, c'est savoir s'il y a un baquet à côté, s'il y a un débit de boisson comme on se l'entend au sens propre du terme. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a juste une boutique à côté, et dans la boutique, on vend de l'alcool. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Et ce qui s'est passé pour ce lieu-là, c'était pratiquement pareil. C'est une boutique où ces enfants-là venaient, ils achetaient de l'alcool, ils buvaient là, et juste avant de rentrer au cours ou lorsqu'ils avaient une petite pause. Et ce sont des riverains qui ont dénoncé. Et donc, il y a eu une descente. Et cela a permis de confirmer les dénonciations qui avaient été menées. Et donc, les boissons ont été saisies. Il faut rappeler qu'on ne peut pas vendre de l'alcool à un enfant de moins de 18 ans. Ici, disons-le tout net, le petit vient à la boutique, on ne regarde même pas son visage. Il dit « je veux Vaudi ». Les gens ils connaissent, quand je dis Vaudi, la plupart des gamins ils connaissent. C'est du 18%.
On ne regarde même pas son visage. Parce que les enfants de maintenant, à 14 ans, il a une voix grave, plus grave que la mienne. On ne regarde même pas son visage, on lui a attendu, puis on a pris l'argent, on lui a donné la monnaie, c'est fini. Et l'enfant, il le prend dans un sachet, il se met au coin, il te le termine en 5 minutes et puis il s'en va. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quelquefois, ils se mettent en groupe, ils ont ce qu'ils appellent le quota. Ils viennent, c'est même des bouteilles de Johnny, des double black et tout qu'ils achètent. Il y a un problème, il y a un véritable problème. Et je pense que là, c'est toute notre société qui est interpellée. C'est des choses qu'on ne voyait pas à un moment donné. Donc je pense que ça interpelle au premier chef. Les parents, notre société de façon générale, les éducateurs et nous tous. J'ai dit, parlant par exemple de cette boutique, c'est une dénonciation qui a permis qu'il y ait cette action-là qui soit menée. On ne peut pas être là. Et puis j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est normal. On a une boutique qui est à côté d'une école. Et puis nous, on vient faire des achats là-bas. Chaque fois, on voit des enfants venir acheter de l'alcool, le boire sur place et puis partir. Et puis on se dit, ah, ça, c'est les enfants des autres. Mais tant que vous pensez que c'est comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe pour ce qui est de vos proches, vos enfants, vos neveux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a une responsabilité qui est partagée et je dis, c'est encore bien qu'il y ait des gens qui dénoncent et je pense que c'est comme ça qu'on pourra assainir toutes ces choses-là. Et il y a de la responsabilité aussi de ceux-là qui ouvrent ces boutiques à côté de ces écoles-là et qui, d'abord en vendant des biscuits, des stylos, ceci, cela, se permettent à un moment donné, parce qu'ils savent qu'il y a une manne à se faire, à commencer à mettre dans leur réfrigérateur et autres, non seulement de la sucrerie, mais aussi des boissons alcoolisées. C'est pas bon parce que la loi l'interdit. Donc, si on est dans un rayon où on voit que ça se fait, il faut le dénoncer. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le cours de 8 heures. Je le disais en début d'émission, Augustin Palot est notre convoqué du jour. Il est le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci bien, Président. Alors, avant que vous nous parliez de ce que vous avez appelé la dégradation des conditions sociales et académiques des étudiants, le sujet était au cœur d'une conférence de presse que vous avez animée, c'était en début de mois passé. Alors, à vous écouter, le diagnostic, il est clair. Vous pointez du doigt la plateforme numérique Campus Faso. Pour vous, il faut supprimer simplement cette plateforme-là pour résoudre les problèmes. Oui. D'accord. D'abord, merci pour l'invitation et merci pour cette convocation sur le plateau Retro TV. Nous avons tenu d'abord une assemblée générale le 25 février 2022 au niveau de l'amphi A600 suite aux conditions de vie, surtout les conditions sociales de nos camarades étudiants du Burkina Faso. Il faut dire que depuis l'entame de la plateforme Campus Faso dans nos différentes universités, c'est-à-dire sur le plan national, fin 2017, début 2018, les étudiants s'orientent via cette plateforme Campus Faso. Et à l'époque, on nous avait convoqué au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour parler de cette digitalisation avec Campus Faso, qui allait permettre aux étudiants de s'orienter facilement via cette plateforme-là. C'est-à-dire les étudiants n'avaient plus le droit de se déplacer pour venir vers les universités pour être orientés. Nous avons apprécié cette démarche, nous avons apprécié cette plateforme, parce que pour nous, ça allait limiter beaucoup d'accidents et aussi les personnes qui monnaient les sous devant nos universités. Le constat est alarmant parce qu'on a l'inscription qui était à 15 000 francs passe à 16 500 francs. On nous disait que c'était pour l'inscription. L'inscription était à 16 500 francs. Même pour les réinscriptions, les réinscriptions revenaient à 15 000 francs. Mais dommage, jusqu'à présent, les réinscriptions sont à 16 500 francs. Ensuite, c'est que sur cette plateforme, on donne 16, au départ c'était plus de 12 choix, on partait plus qu'à 20 choix, l'étudiant avait 20 chances pour pouvoir être orienté, on a critiqué cela et les années passées ils sont revenus à 12. Bon, un étudiant a 12 choix sur une plateforme, mais le dommage, ce qui est dommage, c'est que l'étudiant, après avoir tenté de choisir ces 12 filières qu'il veut faire, il se retrouve après les premières tentatives d'orientation, n'est pas être retenu dans une université du Burkina Faso. Et en même temps, sur cette plateforme qui a permis à nos universités, c'est-à-dire les autorités de l'enseignement supérieur, à filtrer nos universités, c'est-à-dire que chaque année, on trouve que des étudiants n'arrivent pas à être orientés via cette plateforme Campus Faso. Et ce qui est dommage, je prends le temps, les camarades qui sont de la diaspora, qui gagnent le bac de la diaspora, qui photocopient tout le temps les documents pour être orientés sur cette plateforme. L'année passée, on a eu plus de 500 étudiants qui n'ont pas pu être orientés. Cette année encore, on tourne plus de 500 étudiants qui n'ont pas pu être orientés sur cette plateforme numérique Campus Faso. Et en même temps que les étudiants
de la diaspora tentent de s'orienter sur la plateforme, qui devait être traité automatiquement sur la plateforme numérique Campus Faso. Les dossiers sont ramenés au niveau ils créent des commissions, soit à Zignaré, soit à Lumbila, pour encore traiter ces dossiers des étudiants de la diaspora. Mais ce qu'on ne comprend pas, alors que c'est d'après eux, c'est d'algorithme, quand l'étudiant tente d'être orienté, automatiquement la plateforme l'oriente dans les filières qui ont été choisies. Mais si encore on doit reconvoquer des commissions au niveau d'autres pays et d'autres villes pour pouvoir gérer ça, et ça permet à on refuse certains étudiants dans les universités. Et en plus de ça, quand on va sur le plan social, parce que cette plateforme est utilisée pour la restauration au niveau des restaurants universitaires utilisés par nous. Peut-être pour permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs de comprendre davantage. C'est vrai, quand on parle d'œuvre sociale, il y a plusieurs volets. Il y a la restauration, il y a le transport. Vous avez parlé de l'aide et aussi du prêt qui est accordé aux étudiants par le Fonds national pour l'éducation et la recherche. Allons sur le cas concret, par exemple, des allocations, le prêt et l'aide. Quel est le lien qu'on fait avec la plateforme et aussi les difficultés qu'on rencontre pour le cas de ces étudiants et pour ces prêts et aides? Bon, pour le prêt et l'aide, c'est que le FONER, d'abord, c'est la même plateforme qui gère, parce que c'est une autre plateforme qu'ils ont créée qui gère ça. Et la difficulté là-bas, c'est que l'étudiant doit photocopier ses documents, scanner ses documents, d'abord photocopier ses documents, les légaliser, les scanner et envoyer encore sur une plateforme numérique et qui doit être traité pour permettre à l'étudiant de bénéficier de l'aide ou du prêt. Et en même temps que l'étudiant fait cela, vous savez que nous sommes aujourd'hui à l'université. Le retard aujourd'hui à l'université va de 5 à 6 ans. Les 4, 5, 6 ans pour ceux qui sont dans les filières non professionnelles. Et ces étudiants-là ont les difficultés d'avoir leur bulletin, c'est-à-dire les attestations d'inscription avec les bulletins. Je peux donner des exemples palpables. Je prends l'exemple de SVT 2018, le bachelier 2018, qui sont actuellement en train de composer la session normale de S3. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le S3, le S3 c'est la deuxième année, c'est-à-dire le premier semestre de la deuxième année, c'est-à-dire L2. Alors que ces étudiants devaient normalement avoir fini la licence sur nos différentes universités. Mais ils sont en année ils sont en train de composer le L2, c'est-à-dire le S3. Ces étudiants n'ont pas de bulletin ni d'attestation qui leur permet de pouvoir renouveler leur aide. Ils ont déjà pris pour 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021. Donc dans 2020-2021, nous sommes dans une année universitaire maintenant 2021-2022. Donc ces étudiants ont fait 3 ans en train de faire la L1. C'est la licence 1. Donc difficile pour ces étudiants d'avoir les diplômes, c'est-à-dire que ni les bulletins par moment qui ne sont pas prêts, ni l'attestation d'inscription pour pouvoir postuler, pour bénéficier de l'aide FONER. Et la difficulté ici, c'est que quand on jette le dossier, les arguments qui ont été donnés, on dit pour manque de bulletins, en même temps on dit encore manque d'attestation, sachant très bien que l'étudiant n'a pas ses dossiers au complet, il ne peut pas l'avoir parce qu'il est en retard. Et on rejette les dossiers par rapport à ça. Et le dommage encore, c'est qu'on dit encore à ces étudiants-là, vous avez déjà bénéficié 4 fois l'aide, donc vous ne pouvez pas rebénéficier de l'aide. Bon, plein sont ces étudiants-là qui sont en deuxième année, qui ont bénéficié de l'aide qu'une seule fois ou 2 fois, et qu'on rejette les dossiers pour avoir épuisé les 4 fois du FONER. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'on dit, certaines personnes ont dit ressources limitées. On a plus de 1962 étudiants qui ont vu les dossiers rejetés pour ressources limitées. Bon, non, on se pose la question, quand on parle de ressources limitées, de quoi il s'agit. La directive générale dit qu'elle n'a pas d'argent à son niveau et qu'à l'époque, quand le FONER était né, c'était pour 40 000 étudiants, on leur donnait 7 milliards, mais jusqu'à présent, le budget n'a pas augmenté. Bon, nous, ce qui est drôle, c'est que le FONER a commencé à 100 000 francs, c'est passé à 150 000, aujourd'hui on a 175 000 francs. Et si le budget n'a pas augmenté, mais alors qu'on sait que chaque année, les étudiants augmentent dans les différentes universités. Et si on a vu le FONER augmenter, c'est-à-dire que logiquement, le budget au niveau du FONER devait être augmenté aussi. Si ce n'est pas fait, pour nous, le niveau de l'enseignement supérieur, ce sont des professeurs-chercheurs qui sont là-bas. Automatiquement, ils devaient travailler aussi à ce que le budget augmente avec l'augmentation des étudiants dans les différentes universités. Et si ce n'est pas fait, ce n'est pas aux étudiants aujourd'hui qu'on va nous dire qu'il n'y a pas d'arbre au niveau du FONER, qu'il faut remuer pour que les feuilles tombent, pour qu'on remette aux étudiants. Ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Oui. Je pense qu'il n'a pas fini, apparemment. Donc, après cela, vous voyez en même temps qu'au niveau du prêt, ils sont en train de mettre des nouvelles réformes en place, où ces réformes, on dit aux étudiants qui doivent prendre le prêt, qui doivent avoir, comment on appelle ça, 5 de moyenne pour pouvoir renouveler l'aide, passe désormais à 8 de moyenne. Pour l'âge qui était à 26 ans,
passe à 23 ans, si tu as eu le bac à plus de 23 ans, tu ne peux plus bénéficier de l'aide FONER, tu tombes automatiquement dans le prêt. Et ceux qui viennent pour le prêt, c'est-à-dire on vend les étudiants rembourser le prêt avec un taux de 3% et maintenant qui doit passer à 7%. Bon, ça s'explique. Si aujourd'hui le FONER ne suffit pas aux étudiants, c'est clair, parce qu'avant le FONER payait les étudiants sur une période de 4 ans. C'est-à-dire en 3 ans, l'étudiant finit sa licence et il s'en va. S'il a malchance de reprendre une année, c'est-à-dire il prend le FONER, c'est-à-dire l'aide 4 fois dans son parcours de licence. Mais l'étudiant fait maintenant 6 ans à l'université. Donc il prend le FONER pendant 6 ans. Pas la faute de l'étudiant, pas celui qui n'a pas repris normalement lui fait SVT. Je donne l'exemple d'une promotion de SVT, mais il y en a assez comme ça au niveau de nos universités. Les étudiants font 5 ans. J'ai par exemple LM 2018 qui sont actuellement en train de composer la session normale de S3 aussi. C'est-à-dire qu'ils ont eu le bac en 2018 et c'est maintenant qu'ils composent la session de S3. Donc ces étudiants feront au moins 5 ou 6 ans avant d'avoir leur licence au niveau de l'université. Mais chaque année, l'étudiant paye des fournitures parce que le S1 et le S2, c'est pas pareil. Il faut payer des kits pour pouvoir suivre les études. Et en même temps, pour pouvoir se restaurer, c'est ainsi de suite. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on se plaint que l'argent ne suffit pas. Mais nous, quand on se dit que l'argent ne suffit pas, pour nous, l'administration devait travailler à ce qu'on puisse trouver des ressources pour pouvoir continuer à payer ces étudiants-là. Et on a aujourd'hui beaucoup de sites minières sur notre territoire. On a beaucoup de privés. Et on pense que si les gens paient les taxes normalement, ça allait permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier des ressources pour pouvoir poursuivre les études. D'accord. Effectivement, il y a cette affaire de FONER là. À plusieurs reprises, on en a parlé. Je pense que le directeur général du CNU qui était là, nous avons posé la question par rapport aux évolutions, parce que ce qui est demandé, c'est que compte tenu du faible taux de perception, il faut augmenter le taux d'intérêt pour espérer engranger, parce que le recouvrement n'est pas bien fait et tout. Bon, voilà. Donc on fait payer aux étudiants cette limite-là. Je suis également curieux de savoir que, surpris que le nombre des étudiants augmente et le budget qu'il y a avec le FONER n'augmente pas, alors que même comme on appelle ça, le pactole, il a augmenté. Donc c'était 100 000, là aussi il a augmenté. Donc que ça ne suive pas et les dossiers sont rejetés parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Là, effectivement, on n'a pas... Le commentaire que je fais, c'est que sur le plan politique, on n'a réellement pas travaillé dans la prévision. Voilà, dans la prévision. Mais là, nous espérons pouvoir avoir les premières autorités pour nous conforter dans cette position qui, de mon point de vue, ne tient vraiment pas la route. Mais maintenant, vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que vous ne travaillez pas au FONER. Pour nous dire aujourd'hui, ils sont à combien la première allocation, c'était combien de milliards, et avec les évolutions, aujourd'hui, on a à quel chiffre? Là, c'est vraiment au niveau du FONER que cette question pourra être posée. Mais en même temps, vous avez plusieurs autres préoccupations sur la table. Il y a le problème de Campus Faso qui se pose. Alors que sur ce même plateau, des gens avaient loué ce projet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Campus Faso, quand on s'est lancé en 2018, le projet, pour les étudiants en tout cas, pour nous c'était une chance l'avoir sur nos différentes universités qui allait résoudre les problèmes de nos universités. Mais nous, en tout cas, après le lancement des Campus Faso, on a cru avoir un soulagement. Vous prenez les numéros verts qui sont sur la plateforme Campus Faso, vous allez appeler N fois et personne ne va décrocher. Et quand vous avez un problème d'obtention de votre code, c'est-à-dire que INE, mais quand vous arrivez à la salle d'informatique, il est difficile de pouvoir bénéficier de ça avec les étudiants. Et en même temps, avec cette difficulté-là, et Campus Faso a été transporté encore au niveau du CNU, c'est le Centre national des œuvres universitaires, où aujourd'hui les étudiants, pour se restaurer, doivent s'inscrire sur la plateforme Campus Faso, où son compte, il bénéficie d'un compte INE, un code QR qui lui permet de se restaurer. Et au départ, quand on lançait ça, quand le ministre des Enseignements supérieurs à l'époque a lancé ça le 22 avril 2021 au niveau de la cité Kibaoué à Bobo-Dioulasso, il disait que c'est fini les longues files d'attente au niveau des restaurants universitaires, les étudiants pourront se restaurer et c'est fini la fraude. Mais le constat, il est clair. Nous, on a des preuves ici où aujourd'hui, quand le CNU parlait, il nous disait que l'étudiant n'a pas besoin de connexion pour pouvoir se restaurer. Bon, c'est difficile de parler de digitalisation sans parler de connexion Internet. Bon, je ne sais pas comment la fonctionne, mais le constat était clair. Aujourd'hui, c'est sûr sur le terrain que tant que tu n'as pas de connexion Internet, c'est difficile de pouvoir se restaurer. On nous disait que l'étudiant avait besoin de la connexion Internet juste pour recharger son compte et pour recharger son compte et créer le compte Campus Faso sur la plateforme.
Mais pour aller se restaurer, les TPE, c'est-à-dire que les terminaux qu'ils utilisent, ont besoin forcément de connexion pour pouvoir scanner les codes QR des étudiants pour pouvoir se restaurer. L'étudiant qui devait faire environ, parce que c'était pour dire que l'étudiant devait faire 30 secondes pour avoir son plat. Mais vous arrivez, vous trouvez des longs files d'attente, les étudiants qui attendent pendant 30 minutes comme il n'y a pas de connexion, l'étudiant peut s'arrêter pendant 30 minutes devant un terminal, un terminal TPE pour pouvoir scanner son code QR. C'est difficile. Et je prends l'université comme UTS, la restauration s'ouvre à 11h, les cours reprennent à 13h. Mais c'est dit que la pause dans les universités c'est à midi 13h. Imagine un étudiant qui doit s'aligner pendant 30 minutes pour avoir un plat et qui doit aller composer un devoir à 13h, c'est sûr qu'il va rater son devoir ou bien il ne va pas pouvoir composer son devoir. On a manifesté, on a demandé. Le CNU reconnaît réellement qu'il y a des difficultés, mais qui n'arrive pas à trouver des solutions à cette difficulté-là. Vous pouvez prendre des étudiants qui peuvent charger tout à l'heure dans leur compte. Je prends l'exemple, 5 000 francs. Tout à l'heure, il charge 5 000 francs. Et quand il arrive, il veut se restaurer, il arrive, on trouve que son compte est vide. Où est passé l'argent? Et on met des informaticiens qui sont là, en réalité qui ne sont pas des informaticiens, qui sont les agents de CNU. Et quand les étudiants sont dans ces difficultés-là, qui partent voir l'informaticien, de trouver des solutions. On prend ton nom, on prend ton numéro de téléphone, on prend ton INE, et c'est fini. Tu vas aller te débrouiller pour pouvoir te restaurer, en attendant que tu aies l'argent encore pour recharger encore ton compte pour aller se restaurer. En même temps qu'il y a cela, il y a des étudiants qui ne rechargent pas leur compte. On a des preuves ici, où l'étudiant a 500 000 francs dans son compte. 500 000, 300 000, 400 000 sont 12 000 francs dans leur compte. Sérieux? Sérieux. J'ai des preuves ici. Et qui arrivent à se restaurer sans pour autant payer un rond. La question qu'on se pose quand un système ne marche pas, il faut l'arrêter. Mais à un moment donné, au début ça marchait. Et après il y a eu la bagarre autour des prestataires où le prestataire a été changé. Nous avions reçu d'ailleurs un des protagonistes ici oui, tout à fait, à cette émission. C'est vrai que nos tentatives au niveau du ministère des enseignements supérieurs en son temps pour avoir un interlocuteur direct et en savoir davantage, les tentatives sont restées vaines. Les promesses ont été faites de venir expliquer réellement comment est-ce que les choses se sont passées, mais personne n'est venu. Ce qui fait que on a eu une seule lecture. Mais quand il exposait la situation, il dit que ça marchait jusqu'à ce que il soit changé de façon arbitraire. Et son combat d'ailleurs, c'était pour avoir l'argent qu'il avait investi, puisque le contrat avait été arbitrairement arrêté. Alors, est-ce que ces problèmes ont commencé avec le nouveau prestataire ou bien ces problèmes étaient là depuis aussi? Depuis au départ, c'était les tickets. Avec les tickets, les étudiants se restauraient au niveau des restaurants universitaires. On nous a dit qu'il y a des fraudes, il y a des fraudes au niveau des restaurants universitaires, mais la fraude venait de qui? Pas des étudiants, pas les étudiants fabriquaient pas des tickets. Ça venait aussi de l'administration CNU qui fabriquait des bons tickets et des faux tickets. Et je pense qu'au niveau du CNU, il y a un travail qui est en train d'être fait dessus. Ils savent ce qui était derrière ça. En plus de cela, après ça, il y a eu Cactus qui est venu avec les cartes magnétiques, avec les cartes que les étudiants arrivaient à se restaurer au niveau des restaurants universitaires. Et ça aussi, il y avait des TPE il faudrait toujours mettre dans les TPE, avoir le ticket pour pouvoir se restaurer. C'est vrai qu'à un moment donné, ça avait diminué les files d'attente, mais les étudiants étaient obligés à un moment donné de se lever aussi à 5h du matin pour bénéficier des cartes magnétiques pour pouvoir se restaurer au restaurant universitaire. Et quand ils arrivaient, par moment, les TPE étaient défectueux et qu'on demandait à chaque moment de remplacer les TPE, c'est-à-dire de trouver des solutions par rapport aux TPE pour que les étudiants puissent se restaurer dignement sans pour autant se bousculer dans leur rang. Et après ça, c'est venu Campus Faso, parce que le CNU a estimé que les tickets sont des fraudes. Avec les TPE, comment on appelle ça, les cartes, il y a encore des difficultés et il faut revenir maintenant avec, comment on appelle ça, Campus Faso, qui crée aussi plus de difficultés. Parce qu'au moins, avec les TPE, les tickets, quand l'étudiant a son ticket, il l'a dans sa poche, il va se restaurer, il paie ses 10 tickets, il va se restaurer normalement. Et avec les cartes aussi, c'était pareil. L'étudiant sait que dans tous les cas, même si on dit que les TPE ça ne marche pas et que sa carte ne fonctionne pas, il arrive à récupérer son argent après. Mais aujourd'hui, c'est qu'avec la digitalisation avec Campus Faso, au niveau des restaurants universitaires, quand l'étudiant paie ses 5 000 francs, il ne peut pas récupérer ses 5 000 francs. C'est non remboursable. Il ne peut pas récupérer. Par moment, on lui permet de manger 2-3 fois au restaurant gratuitement, mais ces 5 000 francs ne récupère plus. Alors que l'étudiant, par moment, recharge son compte pour pouvoir manger pour la semaine, comment on appelle ça, pour la semaine ou bien pour le mois. Il n'a pas d'autres sources de financement. Et quand il prend l'argent qu'il ne peut pas conserver, il peut faire mettre dans son compte Campus Faso. D'accord. Maintenant, qui prend l'argent, on ne sait pas. C'est nous ou bien c'est la société mobile, que ce soit Orange ou Move qui récupère l'argent, on ne sait pas. Juge va.
Moi, ce que j'entends ici, ce n'est pas que des étudiants sont contre une certaine évolution, mais c'est que ce qu'ils dénoncent, c'est que le changement voulu n'apporte pas les facilités qui devraient être au rendez-vous. Bon, je dis, aujourd'hui, l'un des indicateurs pour ce qui est des universités en termes d'institutions, c'est sa digitalisation et la digitalisation de ses services. C'est comme ça, il y a par exemple Webometer's Ranking qui chaque année fait le point des universités dans le monde et on essaie de voir en la matière les plus nantis. Quand vous regardez pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, je pense que le premier qui vient c'est l'université Cheikh Anta Diop. Après le deuxième, je pense que le deuxième c'était le Bénin, c'est l'université d'Abomey Calavi et le troisième c'est l'université de Yaoundé. Bon, le Burkina on n'en parle même pas. Donc je veux dire que c'est un indicateur. Donc tout le monde est obligé à un moment donné de digitaliser ses services, d'être de son air. La preuve, nous on vous a invité ce matin, vous avez votre stylo, votre calepin, à votre gauche, il y a une tablette. Tout à l'heure vous avez dit vous avez des preuves, c'est la tablette que vous étiez en train de toucher. C'est notre ère, c'est notre époque et on est obligé d'y aller. Maintenant, on y va avec qui? Je pense que c'est le problème qui est en train de se poser ici qui est très important. On parlait de Cactus, nous les a reçus ici. Ils nous ont parlé du gain qu'il y avait à digitaliser. Tout à l'heure, vous nous disiez sur la question des restaurants universitaires qu'il y avait plusieurs tickets qui étaient émis et certains étaient douteux. Il en a parlé parce que en quelques temps, on a vu, c'est une question de milliards qu'ils ont pu avoir comme économie. Et ça, c'était dans des phases pilotes. Ça veut dire que il y a un problème de gestion dans lequel il faut vraiment regarder et la digitalisation vient apporter, qu'on le veuille ou non, un assainissement. Et quand je dis il y a un problème de gestion, pour moi la première responsabilité incombe à ceux qui ont ça à charge, c'est nous. Mais il y a aussi les étudiants aussi, comme on a tous été étudiants, il y a nos largesses avec des amis qui ne le sont pas, auxquels on permet de manger par des choses débauchées, il y a tout ça. Mais la responsabilité incombe d'abord à celui qui a à charge l'organisation. Je crois que le problème qui est posé ici, et c'est pour ça que je vais terminer par cette question, la pression que vous mettez, c'est laquelle? Ce que vous vous dites, il faut arrêter, on n'en veut plus, ou bien on demande à ce que ce soit parfait, qu'on puisse le parfaire. C'est la question que je pose. Bon, merci pour la question. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de digitalisation. Sur le plan international, les gens ont besoin de digital pour pouvoir évoluer. Et quand on parle de digitalisation, on parle de connexion Internet. Le préalable pour nous, c'est qu'il devait y avoir des connexions Internet dans nos différentes universités et en même temps dans nos campus universitaires. Il n'y a pas de Wi-Fi et les étudiants sont obligés d'acheter des téléphones Android. Et c'est avec les phones qu'on ne les donne même pas, qu'on refuse de les donner cette année. Ils sont obligés de chercher des mégas et pouvoir se connecter et tenter de pouvoir se restaurer. Nous, pour nous, on a félicité tout ce qui est comme digitalisation, mais ça va aussi avec l'ère du moment. Quand on veut digitaliser quelque chose, il faut en même temps travailler à ce qu'il y ait la connexion. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi dans nos différentes universités. Et l'étudiant, je disais tout à l'heure que les terminaux que les gens ont au niveau des restaurants universitaires, il faut forcément avoir une connexion Internet avant de scanner le code QR, qui n'en a pas. C'est-à-dire le seul nous-mêmes qui est une institution devait travailler à ce qu'au moins, même s'ils n'ont pas l'argent pour mettre la connexion dans toute l'université, bien dans les cités universitaires, mais au niveau des restaurants universitaires, au moins, on devait travailler au moins qu'il y ait des connexions. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que les étudiants fassent? Un étudiant qui recharge son compte et qui met 5 000 francs actuellement et qui veut se restaurer et qui n'arrive pas à se restaurer, vous voulez que les étudiants fassent comment? Et quand les étudiants ont un devoir à 13h et qu'il arrive, il sort entre 11h et 13h pour aller se restaurer, un rang de 100 étudiants et que chaque étudiant doit faire au minimum 15 à 30 minutes pour se restaurer, vous savez très bien que l'étudiant ne va pas faire son devoir. Pour nous, on a trouvé que c'est un système que les étudiants ont amené pour affamer les étudiants dans nos différentes cités, dans nos différentes universités. Il y a des universités ou des cités, les étudiants ont dormi avec la faim. Tout simplement parce que les étudiants sont arrivés, ils veulent se restaurer, et qu'il n'y a pas de connexion, on les empêche de se restaurer et qu'ils sont obligés de faire la force pour rentrer pour manger. Tout simplement, il n'y a pas de connexion pour pouvoir se restaurer. Et le CNU a travaillé à amener une forme de hors connexion. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de connexion, les étudiants peuvent se restaurer.
Mais la chance avec ça, c'est que l'étudiant, en 30 secondes, il arrive à se restaurer. C'est-à-dire, soit il se restaure, qu'on appelle ça à crédit, ou bien, après, quand la connexion vient, on balaie la somme qu'il a dans son compte. Mais c'est la même chose. Parce qu'en même temps qu'ils font ça, ils mangent gratuitement, il vient à crédit. Et quand l'étudiant a 1000 francs dans son compte, et qu'il a mangé peut-être une fois à crédit, et que demain il va au restaurant pour pouvoir se restaurer, on trouve qu'il n'a plus rien. Et par moment, on trouve qu'encore il a des crédits à payer. Si ça ne marche pas, et que vous avez tenté maintes fois que ça ne marche pas, vous avez tenté avec des tâtonnements pour pouvoir réparer les choses, ça ne marche pas, il faut arrêter. D'accord. Alors pour la question du prêt et de l'aide au niveau du Fonds national pour l'éducation et la recherche, on estime que le budget reçu est inférieur au nombre d'étudiants. Au même moment, certains estiment que l'assiette justement des bénéficiaires a été élargie avec les universités privées. Alors pour beaucoup, c'est une contradiction. À votre niveau, comment vous analysez cela? Bon, par rapport au FONER, si l'argent ne suffisait pas, il ne suffit pas, ben c'est ceux qui sont actuellement les responsables de l'administration. Je prends notamment l'enseignement supérieur et au niveau du FONER. Parce que c'est la même équipe qui a dit à l'époque, en 2018, que les étudiants s'inscrivaient à l'université pour bénéficier uniquement que de l'aide. C'est-à-dire s'inscrivaient en première année pour bénéficier du FONER. C'est-à-dire qu'il s'inscrit, il va, il dépose ses bulletins et il prend l'argent et il disparaît dans la nature, il va faire des cours dans les universités privées. C'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Donc, il faut permettre à tous les étudiants qui sont dans les universités, publiques comme privées, de bénéficier de l'aide FONER. Pour nous, on n'a pas de débat, on est fiers. Si nos camarades des universités privées peuvent bénéficier des œuvres sociales, c'est-à-dire au FONER comme nous on en félicite. Maintenant qu'on revient, on dit que les ressources ne suffisent pas, c'est normal. Parce que quand un étudiant, et avant les étudiants qui étaient dans les privés, ils venaient s'inscrivaient, en première année pour bénéficier de l'aide. Et il n'a pas les 5 de moyenne, par mois il ne compose même pas de devoirs. Il ne peut pas renouveler. Il ne peut pas renouveler l'aide parce qu'il n'a pas la moyenne qu'il faut pour pouvoir renouveler. Automatiquement, il abandonne et il s'en va. Ça, c'est un fait. Et la seconde des choses, c'est le retard dans les universités. L'étudiant, normalement, qui faisait 3 ans pour obtenir sa licence, fait maintenant 6 ans pour obtenir sa licence. Quand on parle du FONER, il y a l'aide et il y a le prêt. Et le FONER est obligé de payer ses étudiants pendant le nombre d'années qu'il fera dans les universités. Mais si on avait résolu le problème de retard, la directive parle aujourd'hui des 110 000 étudiants dans les universités. Si on avait résolu le problème de retard et qu'un étudiant, une promotion de 1500 étudiants devait faire 3 ans et parti, c'est-à-dire qu'en 3 ans, le FONER ne paye plus 1500 étudiants. Mais si les 1500 étudiants doivent faire 6 ans dans l'université, le FONER va payer les 1500 étudiants pendant 6 ans. Tant qu'on ne résout pas ce problème de retard dans nos universités, il y aura tout ce problème de FONER qui va se poser. D'accord. Alors, parlant du prêt, on sait que quand on parle de prêt, c'est à l'État de vérifier si justement l'étudiant qui prend l'engagement est solvable. Mais quand on regarde, il y a beaucoup d'étudiants qui, après, ne remboursent pas le prêt. Il y a la responsabilité de l'État. Mais vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a la sensibilisation pour demander à vos membres de payer justement ces prêts parce que c'est un engagement qui a été pris? Bon, pour nous, à nouveau, ça, c'est la faute du FONER. Quand tu prends un crédit à la banque, je pense que la banque te demande des garanties. Et tant que tu es vivant, la banque te poursuit pour payer ce que tu dois. Mais si le FONER ne prend pas les engagements, n'arrive pas à suivre l'étudiant, nous savons que l'être humain de nature n'est pas parfait. Donc, il va toujours travailler à dribbler, comme on appelle ça, le prêt pour pouvoir payer. Moi, vous êtes pour le durcissement des conditions d'octroi du prêt? C'est pas du durcissement, c'est que c'est le FONER qui devait tracer les étudiants. Aujourd'hui, le FONER doit tracer les étudiants. Celui qui a pris le prêt pendant 2 ans ou pendant 3 ans, le FONER doit tracer l'étudiant pour pouvoir le retrouver, pour qu'il paye. Moi, il y a mon cousin qui a pris le prêt pour 1 année pour faire la maîtrise. Quand il a fini la maîtrise, dès qu'il a eu son concours, il a commencé à travailler, ils ont commencé à couper. Mais c'est-à-dire que maintenant, ils ont de trouver un système pour pouvoir rattraper. Mais ceux qui n'arrivent pas à rattraper, c'est le FONER de poursuivre ces personnes et de travailler à ce qu'on puisse les avoir. Parce qu'ils pensent qu'il y a des engagements qui sont signés par l'étudiant et l'administration FONER. Et c'est pas qu'on va, allez-y prendre un crédit au niveau d'une banque et puis tenter de disparaître pour voir s'ils ne vont pas vous rattraper. Mais quand vous n'êtes plus, on pense que ta famille va payer. D'accord. Augustin Pallot, secrétaire général de la FECIBF, est notre convoqué du jour. On parle justement de la question de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. On a parlé de la question du prêt FONER. Aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe, je dirais, tous les étudiants, leur communauté éducative. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une unité d'action syndicale, puisque c'est une question commune à tous les étudiants? Unité d'action syndicale dans certaines villes comme Koudougou, Bobo-Julasso. Les étudiants mènent une unité d'action syndicale. Au niveau de Ouagadougou, ils travaillent aussi à ce que ça arrive. Et nous ne sommes pas fermés
à cela, mais quoi qu'il en tienne, nous on se bat à ce que les meilleures conditions de vie et sociales de nos camarades étudiants puissent être établies. Parce qu'actuellement, je vous dis qu'il y a 5563 dossiers qui ont été rejetés et dans les 5563 dossiers, en plus de cela, il y a 1962 dossiers qui ont été rejetés pour ressources illimitées. En plus de cela, il y a des étudiants dans les universités qui n'ont pas pu déposer. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni bulletin, ils n'ont ni attestation, qui ne pouvaient pas postuler pour le renouvellement de l'aide ou bien du prêt. Et nous, on a demandé tout simplement qu'on ouvre une session spéciale pour ces étudiants-là, pour leur permettre de pouvoir déposer pour une dernière fois. Parce que je vous avoue que le fonds devait être lancé depuis le mois d'octobre pour la 4e tranche, mais finalement qui a été lancé dans le mois de janvier. Donc, c'est-à-dire que depuis octobre 2021, on devait lancer la 4e session. Mais nous sommes aujourd'hui en mois de mars, où on n'a pas pu payer les étudiants de l'année passée. Actuellement, on devait être en train de payer la nouvelle session, c'est-à-dire que pour ceux de l'année universitaire 2021-2022, ce n'a même pas encore été lancé. Le fonds est en train de réfléchir comment, d'après eux, trouver de l'argent pour pouvoir payer les dossiers rejetés pour ressources limitées. Mais on croit qu'est-ce qu'il en est pour les étudiants qui ont vu les dossiers rejetés. On nous dit tantôt qu'il y a certains qui ont tenté de frauder. Ceux qui ont tenté de frauder, nos juridictions sont là pour ça. Il faut qu'on les convoque et qu'ils payent de leur forfaiture. Maintenant, ceux qui sont dans leurs droits et qui vous les empêchez d'avoir l'aide, qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants? Juge Bouma. Voilà, il y a non seulement la question de Foner, mais aussi le chevauchement des années. Et le ministre Al-Kassoum avait pris, comme on appelle ça, un chronogramme avec les autorités des différentes universités, parce qu'il n'y a pas que Ouagadougou maintenant, pour pouvoir rattraper. Koudougou également avait trouvé une méthode simple également pour pouvoir rattraper ça, soulever des gorges chaudes. Le président était ici, il s'est très bien expliqué en son temps. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Au niveau des chevauchements dans les universités, les gens sont venus avec un système qu'ils appellent décrochage. C'est-à-dire que des étudiants, on a tenté avec une promotion. Je donne l'exemple de l'UFSVT, où en 2018, les étudiants en 2018 sont encore en train de faire le L2, la licence 2. Il y a les étudiants de 2019 SVT qui maintenant ont fini la session normale de S1 et de S2 qui sont en train d'attendre une session spéciale. Et tout ça, ça fait partie aussi du système qu'ils ont trouvé pour pouvoir rattraper le retard. Et en 2020, ils n'ont pas recruté des étudiants au niveau des SVT. Et c'est en 2020-2021 qu'ils ont recruté des étudiants en SVT qui prennent les cours actuellement au CIAO. Et ils appellent ça le décrochage. C'est ce qui se passe au niveau de l'université UTS aussi, où ceux de SEG se trouvent au niveau du CIAO et qui font les cours. Et en même temps, il y a ceux qui se retrouvent au niveau de l'université même UTS et qui font les cours. Maintenant, c'est que dans ce décrochage-là, il y a des étudiants qui reprennent. C'est-à-dire qu'il y a la session normale, il y a la session de rattrapage. Quand tu ne valides pas, tu reprends avec quelle promotion? Parce que vous partez de façon parallèle. Deux promotions différentes qui vont de façon parallèle. En même temps que vous composez aussi le S1, eux ils sont en train de composer le S1. La question qu'on a posée à l'administration, comment est-ce que vous travaillez à pouvoir rattraper ces étudiants-là qui n'arrivent pas à valider les S1 avec leur promotion? Parce qu'avec leur promotion, la promotion qui les suit, ils ne peuvent pas composer avec eux, vu qu'ils ne sont pas dans les mêmes années académiques. Ils ne sont pas dans les mêmes années académiques et ils auront fini au même moment que vous. Maintenant, quand l'étudiant reprend, parce que si tu es dans une promotion 2019-2020, et que tu n'as pas validé, que tu dois, alors que la promotion 2020-2021 a déjà fini, qui a fini aussi le S1, avec qui tu reprends? Ce sera forcément avec la promotion 2021-2022. Maintenant, dans ton CV, qu'est-ce que tu mets? C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce que tu mets comme étudiant qui a repris une année? On ne peut pas dire que tout est parfait à l'université où les gens ne peuvent pas reprendre des années académiques. Et c'est difficile. Et ce sont ces types de questions qu'on a pour l'administration. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution. Oui, moi je vais revenir sur la question des aides et des prêts. Parce que là, moi je l'avoue, c'est un sujet qui met quand même mal à l'aise. Parce que quand on connaît la condition de l'étudiant, c'est pas celui à qui on demande beaucoup. C'est plutôt celui qu'on doit accompagner. Maintenant, on est dans une situation aussi où j'aime souvent le dire, où on est partagé entre le prioritaire, le nécessaire et le primordial. Donc, dans ces conditions-là, et dans la réalité burkinabé, quelquefois, c'est vraiment difficile. Et on trouve la facilité de pouvoir ponctionner ou de restreindre là où on se dit que ça au moins on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais les conséquences sont fortes et fâcheuses d'ailleurs. Parce qu'il y a des étudiants qui ne comptent que sur ça pour pouvoir étudier.
Il y a des efforts qui ont été faits. Je pense que quand on parle du FONES, c'est depuis les années 94. Moi, je lisais, quand je préparais l'émission, il y a des efforts quand même qui ont été faits. Parce que vous prenez les statistiques jusqu'à 2017, c'est quand même plus de 33 milliards 800 qui ont été consentis en termes d'aide à un peu plus de 198 000 aides en gros. Mais là, quand vous regardez pour ce qui est des prêts, on est à plus de 7 milliards 800 millions. Je parle depuis 2017, ça a déjà évolué. Et quand vous regardez à plus de 34 000 ou combien en termes de prêts. Mais tant que cette cagnotte-là, vous n'avez pas, moi je parle des aînés que nous sommes, ceux qui nous regardent et qui aiment bien le tribunal de l'actualité. Si vous devez aller payer, si vous devez encore, il faut aller payer. C'est un acte civique. Sinon, vos petits frères, comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un prêt ou d'une aide surtout, parlons du prêt, parce que l'aide c'est non remboursable. Le prêt, vous avez pris un prêt, vous êtes assis, vous avez commencé à bosser, ça fait des années, c'est vous qui faites les critiques sur les pages Facebook, vous parlez de civisme et tout, vous n'avez même pas remboursé. Mais comment est-ce que vous voulez que vos petits frères puissent les accompagner? Et je pense aussi que quand la directrice dit on est face à une réalité, c'est que parce qu'elle, elle a c'est comme un genre de dotation. On lui met à disposition un montant et puis elle regarde la péréquation qui est possible. C'est à son corps défendant. Il y a pour moi une volonté qui doit être plus affirmée. Et puis des fois je me demande qu'est-ce que nous on veut pour notre système éducatif. Comment est-ce qu'on travaille en termes de prospective? Quand vous regardez dans nos États, la plupart du temps, c'est que nos aînés, ils ont eu toutes les largesses, on leur courait après pour leur donner des bourses pour aller en Europe, partout où ils voulaient aller se former, ils sont revenus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des conditions moins intéressantes à ceux qui sont venus après. Et ceux qui sont venus après, qu'on partait chercher dans des écoles pour venir faire travailler, parce que c'est la loi du nombre aussi en ce moment, mais eux aussi, ils ont donné des conditions moins intéressantes à leurs petits frères. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on est dans une situation où notre système éducatif produit du moins bon, parce que les conditions dans lesquelles on le forme, on a travaillé à faire de moins bonnes conditions. Et ça, pour moi, c'est une responsabilité qui est partagée. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut demain si on forme mal ceux qui seront aux affaires demain? Les pays dont nous tous rêvons en termes de dynamique de changement, ça a changé avec les capacités qui ont été données aux apprenants. Parce qu'on sait que c'est ici qu'on forge demain. Mais nous, c'est carrément le contraire. Vous partez voir dans les amphithéâtres, vous partez voir dans les conditions dans lesquelles les gens prennent les cours, vous n'avez pas envie que votre enfant y aille. La preuve, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez les moyens, vous envoyez vos enfants ailleurs. Parce que vous connaissez votre système éducatif. Donc, moi, c'est un peu un genre de coup de gueule. Chaque fois qu'on parle et qu'on reçoit les étudiants ici, moi, c'est ça que ça me ramène. C'est qu'on ne pense pas prospective pour ce qui est de notre éducation. Et on a l'impression que les décisions qu'on prend, c'est plus pour asphyxier que pour donner de l'oxygène. On dit de go comme ça que non, on n'a plus assez de fonds pour vous aider, on n'a plus assez de fonds pour vous accompagner. Donc ça veut dire quoi? Débrouillez-vous. Mais comment vous voulez que des étudiants qui sont des débrouillards, parce que c'est comme ça qu'ils sont devenus, comment vous voulez que vous voulez avoir du résultat après? Et moi je pense que là c'est quelque chose quand même d'assez grave. Aujourd'hui on parle du LMD, on y est allé, mais dites-moi, il y a combien d'universités vous allez, vous tapez, vous mettez votre Wi-Fi en marche et puis vous avez une connexion? Mais ce système là, ça marche avec quoi? Ça marche avec 80% de possibilités d'aller faire de la recherche, d'aller ailleurs, prendre de la connaissance. Mais il le fait comment? S'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, il le fait avec quoi? Je dis, il faut qu'on se dise dans les yeux qu'est-ce qu'on veut du Burkina de demain. Si c'est dans ces conditions-là qu'on est en train de former nos jeunes, je crois que ça pose beaucoup de problèmes. Et même quand vous regardez la question des prêts, ils étaient à 3% en son temps. Oui. Ils sont montés à 7%. Ils vont à 7%. Bon, vous voulez quoi? Je dis, alors qu'il est des cieux sous lesquels c'est un accompagnement, on vous dit, allez-y.
Mais c'est comme ça. Vous savez, l'attachement à une nation, la reconnaissance et tout ça là, ça se construit parce que vous savez que vous devez tellement à des contributeurs anonymes. Vous devez, parce que c'est l'argent du contribuable. Vous devez tellement parce que vous êtes quitté dans votre petit village, vous êtes venu, on vous a accompagné. Parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour vous permettre d'apprendre dans des conditions qui soient les meilleures. Quand vous êtes construit comme ça dans un État, il y a un attachement qui est viscéral. Vous ne faites pas n'importe quoi. Parce que vous savez ce que c'est que l'État. Maintenant, quand on ne pense pas à votre avenir, quand vous vous asseyez, vous vous demandez, mais c'est quoi on veut construire demain? Bon, j'ai l'impression que je suis devenu l'invité. C'est beaucoup plus un commentaire. Juste pour moi. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que... Donc je vais te... Non, la responsabilité du recouvrement est à plusieurs niveaux. Il y a aussi la responsabilité de l'administration, mais aussi la responsabilité du Burkinabé. Donc, Burkinabé s'entendant par intègre, si vous devez, il faut aller payer, quoi. Maintenant, il y a celui aussi qui doit faire l'effort de recouvrer. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour tracer quelqu'un qui est compliqué. Donc, mais ça nous demande une bonne informatisation où à partir de votre numéro d'identifiant unique, on sait où est-ce que vous êtes, quel boulot vous faites et puis rapidement, comment recouvrer cette somme. C'est ceux qui sont devenus fonctionnaires qui sont traqués facilement, ceux qui sont rentrés dans le privé, voilà, et qui sont allés faire autre chose. Mais j'ai dit, pour les questions de recouvrement, ce n'est vraiment pas la responsabilité est partagée. Mais, Président, ce que je veux vous demander, la réalité, c'est de faire en sorte qu'on ait le ministère. J'ai dit, depuis que nous avons commencé à aborder cette question, c'est un silence total au niveau du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Vous finissez l'émission, quelqu'un prend son téléphone, il dit ce que l'invité a dit, c'est pas vrai. Certains chiffres que vous avez communiqués ont été actualisés, vous n'avez plus les nouveaux chiffres. Vous demandez les nouveaux chiffres, 1, ça ne vient pas. 2, la personne qui avait été promise pour venir donner la bonne information ne vient pas. Un tel enseigne que vous, on est dans la fiction et on n'a qu'un seul son de cloche. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est très difficile de continuer. Est-ce que les étudiants abusent? Est-ce qu'ils ne disent pas la vérité? Et là, le ministère nous donne des réponses. Et c'est bien de nous donner des réponses parce que les étudiants, c'est comment on appelle ça? Il y a des parents derrière qui écoutent, qui suivent, qui ont leurs enfants dans des universités, qui regardent, mais qui ont aussi besoin de savoir. Où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité? Donc on ne peut pas aussi dans ces conditions opposer un silence au Burkinabé. C'est pas juste. D'accord. Alors vous l'avez dit, c'est aussi le principe du tribunal de l'actualité, hein. C'est avoir une vision plurielle, avoir tous les acteurs pour qu'on ait en tout cas toutes les lectures possibles. Peut-être une dernière question, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, la question des conditions de vie et d'études est toujours au cœur des plateformes revendicatives. Au courant, la semaine, on a vu des manifestations au siège du FONER pour demander justement de meilleures conditions, notamment en lien avec le FONER et le prêt. S'il y a des marches, cela suppose qu'il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, à quel niveau vous en êtes? Est-ce que l'administration est disponible pour vous recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Pour le dialogue, comme vous le dites, nous avant-hier, qui était le mercredi, le jour même de l'installation du ministre de l'enseignement supérieur, on a été, après notre assemblée générale, notre conférence de presse, on avait déposé nos préavis, qu'on appelle ça, nos plateformes revendicatives au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. On a été reçu par le SG qui assurait l'intérim de l'enseignement supérieur, avec tout le staff du FONER, du SURSPB et deux présidents d'université. Et lors de cette rencontre, ils reconnaissent qu'il y ait vraiment des insuffisances, mais ils nous disent clairement qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que quand on vous dit qu'on ne va pas quitter dedans, on va forcément rester, et que vous voulez qu'on fasse quoi? Et que ce n'est pas de nos fautes. Il y a une personne qui se permet de nous dire que 1500 francs de plus sur les inscriptions, ça coûte quoi? Bon, c'est normal parce que la personne est responsable, que nous sommes des Burkinabés intègres, que les étudiants doivent penser à payer 1500 francs. Mais alors que ces personnes-là, qui sont des intègres aussi, qui ont leur voiture de fonction et qui assurent toujours le carburant de l'État pour pouvoir, bon, ça c'est l'intégrité qu'on devait arrêter. Au lieu de répondre aux questions, aux préoccupations des étudiants, ils ont peu le temps de dire aux étudiants que vous demandez trop, et que vous devez faire du sacrifice, et que les 1500 vous devez continuer à payer, et que l'argent ne suffit pas, vous voulez qu'on parte chercher de l'argent où, sans pour autant donner des solutions, des pistes de solutions, des réponses aux préoccupations des étudiants. Pour nous, il est clair que l'administration, puisqu'avant ça, nous avons interpellé déposer des audiences au niveau du CENU, au niveau du FONER, au niveau du SURSPB. C'est-à-dire que tous ceux qui gèrent le social au niveau des universités, on n'a pas été reçus. Il a fallu qu'il y ait des manifestations et que le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur nous invite pour discuter de nos plateformes revendicatives et qu'ils viennent, bon,
sans pour autant dire aux étudiants que nous allons vous aider pour pouvoir évoluer. Tout ce qu'ils ont dit, qu'ils sont en train de regarder pour possibilité de lancer une session spéciale qui n'a rien à voir avec les tests. Et en tout cas, ils sont en train de regarder sans pour autant dire aux étudiants qu'il y aura une session spéciale. Merci. Juste en 30 secondes. Hein, oui, bon, quand on écoute, moi je voulais juste dire quelque chose parce qu'il y a des petites réponses qu'on peut on peut apporter. Et regardez sur la question de la digitalisation. Vous ne pouvez pas donner des marchés à des gens et puis qu'ils exécutent et on a des problèmes. Ce n'est pas des capacités qui manquent. C'est ça souvent notre problème dans nos pays. On donne des marchés à des gens qui ont des difficultés à exécuter et on continue modicus à dire non, on va les maintenir. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Il y a insatisfaction. Ce qui devrait venir apporter des solutions apporte plutôt des problèmes. Il faut mettre les compétences qu'il faut. Il faut donner des marchés à des gens qui peuvent le faire. On est dans une ère où il y a des compétences. Ce n'est pas des Burkinabés qui manquent pour ces petites choses-là. Gérer juste la question de la restauration. Et le problème, quand vous regardez derrière, on a reçu ici le monsieur de Cactus. Vous voyez comment ça s'est passé. C'est-à-dire que derrière même, il y a beaucoup à redire. C'est comme si, dans la question même du marché, là, il y a eu des harakiri. Mais ça va donner ça à la fin. D'accord. Si on n'arrête pas ça, ça sera difficile. Augustin Palot, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Avec vous, on a parlé en tout cas des réformes sur les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants des universités publiques et privées. Merci d'avoir donné votre part de vérité. Comme Bernard Bougma l'a dit, nous allons travailler à voir en tout cas les services impliqués dans la gestion des œuvres sociales au niveau des universités. En tout cas, c'est ici comment mettre un point final. Avec le ministère, en tout cas en premier plan. Merci Juge Bouma, merci aussi Juge Va pour les clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et de se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.